Et je voudrais comparer cette séquence qu'on vient de voir avec une image extraite de votre nouveau livre. C'est une BD, Tibet, l'espoir dans l'exil, avec Philippe Glokowski, publié par les éditions du Cygne. Et voilà cette image que Nicolas a extraite, Migmar, dont vous racontez l'histoire, qui ramasse des œufs. Et c'est un bien tellement précieux pour elle. C'est précieux, surtout que ces œufs, en l'occurrence, étaient destinés à sa sainteté, le Dalai Lama. Donc c'était vraiment des œufs extrêmement précieux. C'est elle qui avait en charge de les ramasser. Et sur la même page, on voit une autre image où vous lui offrez des chaussures. Et elle est très émue. Très émue. Oui, parce que c'est la première fois que quelqu'un lui amenait des chaussures, des belles chaussures dans lesquelles elle était bien confortable pour marcher, qui étaient solides. Elle les a encore, alors que ça fait presque 5 ans que je lui ai offert. Voilà. Et c'est vrai, quand on voit tous ces enfants qui reçoivent des cadeaux, bon là en l'occurrence c'est des cadeaux pourris, mais c'est incroyable la différence quand même. Mais oui, moi quand je l'ai rencontrée, la première fois quand je suis allée la retrouver, elle a sorti de sa malle, dont elle a la clé autour du cou, elle a sorti une pelote de fil, il y avait une photo du Dalai Lama, il y avait des bouts de plastique, des trucs, c'était des trésors. Voilà. Alors c'est vrai que ça fait un petit peu drôle quand on reste par exemple à moi là-bas avec ses enfants et qu'on vient en France et dans les supermarchés et qu'il y a des enfants qui crient parce qu'ils n'ont pas la bonne couleur de sucette. Alors je recommande, je recommande absolument. Et c'est bien pour ça, c'est l'intérêt de votre livre, de cette BD, parce que je recommande à ces enfants-là d'acheter cette BD, de la lire, de découvrir l'histoire de Migmar. Alors on a fait ce qu'on appelle nous dans notre jargon le banc-titre. On a pris quelques images de cette histoire que vous racontez en images de Migmar, une histoire vraie, où au fond, voilà, vous racontez l'exil de cette petite fille orpheline. Oui, qui est orpheline. Mais il y a des enfants orphelins, il y en a d'autres monoparentaux qui s'exilent. Et c'est le problème des familles qui se séparent de leurs enfants pour leur donner une chance d'être éduqués dans leur culture. Et des enfants qui se retrouvent dans une solitude, dans un isolement, malgré la communauté. Mais la communauté, c'est leur force. Et en même temps, c'est vrai que là, en l'occurrence, Migmar est traité, je dirais, individuellement, parce que j'essaie de lui apporter tout ce que je peux lui apporter, de tout mon cœur. Et c'est important aussi de découvrir l'individu. Il y a 2 histoires en une dans ce que vous racontez. Il y a l'histoire de cette petite fille orpheline, et c'est tout le paradoxe, qui est obligée de quitter le Tibet pour l'Inde, pour rester tibétaine en quelque sorte. La culture tibétaine lui est transmise non pas au Tibet, occupé, annexé, colonisé, étouffé par les Chinois, mais en Inde. Absolument. Absolument. Maintenant, de toute façon, la culture tibétaine ne peut plus exister au Tibet, mais en Inde, au Sikkim, au Bhoutan, au Népal, mais plus au Tibet. C'est terrible, c'est terrible. Quand je dis 2 histoires en une, il y a l'autre histoire qui est la vôtre, de votre rencontre. Ah voilà. Oui. Ah oui, mais ça c'est le grand cadeau que m'a apporté en fait finalement cet engagement et puis ce voyage. Puisque en parrainant en fait 3 enfants, j'ai rencontré celle-ci et ça a été un coup de foudre et tout d'un coup je suis devenue marraine maman en fait. Il y a une question qui vous est posée d'ailleurs par un téléspectateur autrice. Comment va votre filleule tibétaine? Est-ce que vous avez des nouvelles d'elle? Oui, j'ai des nouvelles avant-hier parce que c'est ses vacances scolaires là qu'elle commence et elle va bien. Mais je lui manque et là comme je suis au théâtre, je ne peux pas aller la voir. D'habitude je me débrouille toujours pour partir un mois avec elle au moment de ses vacances, mais là je ne peux pas. Et quel âge a-t-elle aujourd'hui? Aujourd'hui, elle a 13 ans. Enfin, elle a officiellement 13 ans, mais à mon avis, elle doit plutôt avoir 15. Ah, et est-ce qu'un jour, vous imaginez qu'elle puisse venir ici, à moins qu'elle ne soit déjà venue? Non, elle n'est jamais venue, malheureusement, et c'est difficile, parce qu'en fait, le gouvernement tibétain et la règle des TCV estiment que c'est dangereux, en fait, pour les enfants tibétains de les laisser, je dirais, se confronter à la civilisation occidentale tant qu'ils ne sont pas ancrés dans leur culture. Parce que c'est un peu à l'encontre de leur culture, sur la satisfaction, sur ne pas souhaiter plus que ce dont on a besoin et tout d'un coup arriver dans un endroit où de luxe, de surabondance, de biens, où le désir est encouragé en permanence. C'est le contraire de leur culture, donc c'est pas souhaitable. Effectivement, pour le coup, je le comprends, mais c'est douloureux pour moi de ne pas pouvoir la faire venir en vacances au moins. Et pour le coup, si elle devait venir au Théâtre des Bouffes parisiens, alors le choc culturel est énorme. Hein. Ah oui, quand on verrait par exemple des hommes se déguiser en femmes, voilà, c'est dans Personne n'est parfait de Simon, je vais le prononcer à l'anglaise puisqu'il est anglais, Simon Williams, extrait. Ça, moi aussi. Hein. Ah, comment ça, vous n'aimez pas mon corps? Le mien. Ah, le vôtre. Oh, ah, le vôtre. Le vôtre, il est divin. Oh, vous dites ça parce que vous n'avez pas vu mes fesses, oui. Et ça, c'est la position assise toute la journée au bureau.
Pour moi, elle me semble parfaite. Oh, vous plaisantez, c'est tout flasque. Tâtez-moi ça. Ah ben non, je me permettrai pas, non. Bon, enfin, Joséphine, vous plaisantez, ça me dérange pas, on est entre filles, enfin. Ah. Elles sont... Hein? Elles sont... Eh ben oui. Elles sont... Mais oui, je sais, je vous l'ai dit. Oh, mais vous avez dû être une bombe dans votre jeunesse. Alors, adaptation Bien sûr, Cerise reconnu Guy. Jean-Luc Reichmann. Oh, je pense que tous les téléspectateurs l'auront reconnu. On peut l'imaginer d'ailleurs présenter comme ça son jeu. Pardon? On peut l'imaginer présenter comme ça son jeu, il ferait un tabac. Ah oui, non? oui. Ouais. Salle pleine. Alors, Ah je dois oui. citer quand même On a Alain ce Sachs bonheur-là, c'est qui l'a mise en plein et les scène. gens rient, mais- Voilà, par respect pour les autres, mise en scène Alain Sachs, adaptation Cerise Guy. Et je dois aussi, puisque tout le monde aura reconnu Jean-Luc Reichmann, citer deux excellents comédiens. Le Gus qui est Thierry vraiment excellent. Heckenborn et Delphine Bravo. Rivière. Et Voilà, c'est vrai ce sont- que ce quatuor, on ne souhaitait d'ailleurs qu'on ne citait qu'une autre mise en scène d'Alain Oui. Sachs, est vraiment formidable parce que on dirait une famille. Tous les gens Oui. nous disent, mais on y croit, on y est. Oui. Alors ça, c'est gagné. voilà. Une famille pleine de quiproquos, parce qu'il y a un C'est que quiproquo ça. énorme qu'on devine en regardant cet extrait. C'est que Vous ça êtes du début à la éditrice, fin. le début de l'histoire, vous êtes éditrice. Oui. Vous souhaitez publier des manuscrits de Mais femmes. en fait, je Voilà. lance un concours C'est ça. réservé aux femmes pour trouver enfin une femme d'aujourd'hui qui va dans la réalité de la vie, des choses, des relations. Et je flash complètement sur un ouvrage. Donc, qui était signé Joséphine Blanchette. Je cherche à joindre Joséphine Blanchette, sauf que j'ai beaucoup de mal à la rencontrer, et pour cause, puisqu'en fait, Joséphine Blanchette n'existe pas, mais que le roman a été écrit par un statisticien ringard et... Oui, très et ringard, hein. Pardon? Très ringard, oui, oui. Oui, mais ringard, oui. Et un peu paumé dans sa vie, qui est totalement fermé à toute aventure sentimentale pour avoir souffert justement d'une rupture 3 ans auparavant, et qui tout d'un coup est obligé à un moment de rencontrer cette éditrice sous les traits d'une femme. Alors, ce qui est intéressant, c'est le contraste entre vos deux jeux. Vous, tout en sobriété, tout en finesse, et Léonard, je ne sais pas comment il faut l'appeler. Oui, Léonard. Tout en hystérie, Oui, et donc Joséphine. à la demande du metteur en scène. Il n'est pas en hystérie. Il est forcément sur un personnage haut en couleur. Donc, il ne peut pas jouer sobre en étant Joséphine. À ce moment-là, il est forcément sur un jeu particulier. Oui. Mais sinon, au contraire, je trouve qu'il est... Je trouve... Moi, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et je trouve qu'elle a réussi à trouver un ton juste entre les deux. Et c'est pas... Parce que c'est pas évident d'aller En tout cas, dans ça ces plaît, puisque la extrêmes. salle est pleine tous les soirs. La salle est pleine. On a ce bonheur parce que je sais que c'est un vrai bonheur. Et les gens rient, mais rient, ça c'est extraordinaire dans une période qui n'on peut pas dire qu'on voit les gens rire beaucoup. Et là, tout d'un coup, c'est une espèce de bulle d'oxygène. Précisément, une question qui vous est posée, Véronique Jeannot. Véronique Jeannot a-t-elle un secret pour garder cette bonne mine et sa joie de vivre? Entre parenthèses, je suis une femme de 61 ans. Ben, le secret, c'est déjà de prendre chaque petit cadeau de la vie, déjà, et on en a plus qu'on croit. Il y a toujours quelque chose de joli à prendre. Donc moi, j'essaye de ne pas m'attarder à ce qui n'est pas bon, mais à regarder toujours le positif. Je cultive le positif. Tous les téléspectateurs n'auront sans doute pas compris le titre, le sous-titre qu'on donne à chacune de nos séquences. En ce qui vous concerne, Véronique Jeannot, 2 points, entre guillemets, Dakinis. Alors expliquez pour ceux qui n'auront peut-être pas compris. Dakinis, c'est beaucoup de choses. C'est le principe féminin dans le bouddhisme. C'est-à-dire, c'est tout ce qui est du domaine de l'impalpable. En fait, on parle du masculin, du principe féminin, du principe masculin. La sagesse et les moyens habiles. Le principe féminin étant tout ce qui est du domaine de l'impalpable, la sagesse, l'intuition, la créativité, et le principe masculin qui va en fait réaliser. Le principe féminin inspire et le principe masculin réalise. Voilà, donc c'est l'indissociable en fait. Comme vous êtes resté très populaire, encore une question d'un téléspectateur outrice, comment avez-vous trouvé votre chemin pour reprendre le titre de votre dernier livre? Avec le temps, avec des rencontres, avec des livres, avec une expérience, avec une quête, tout simplement, une quête de l'essentiel, donc qui m'a amené à des voyages, des rencontres, et être toujours en ouverture et à l'écoute de tous les êtres magnifiques que j'ai pu rencontrer au cours de mes voyages. Et il y a un contraste énorme entre le monde dans lequel vous évoluez. On dit strass, paillettes. Oui, mais il n'y a pas que ça.
Et puis le ton que vous avez, les mots que vous employez et ce chemin qui est le vôtre, cette quête qui est la vôtre. Mais parce que c'est pas forcément, on peut très bien, c'est compatible. Je veux dire, on peut très bien être dans un monde qui est celui de l'illusion entre guillemets et faire son chemin personnel dans la quête de l'essentiel et des valeurs. Et j'ai plein d'amis dans ce métier qui sont sur le même chemin. C'est pas incompatible. C'est pas incompatible. Et c'est pas le métier le plus superficiel. Il y en a d'autres qui sont aussi superficiels, mais dont on parle pas. Mais il est de bon ton de dire que le showbiz n'est que superficialité. C'est faux, il y a de très jolies choses qui sont réalisées justement parce qu'on a besoin aussi du côté people et showbiz, parce que les gens aiment ça. Et il y a des mouvements qui permettent de récolter des fonds et de faire le bien dans divers endroits du monde qui en ont tellement besoin. Et quand vous n'êtes pas sur scène, il vous arrive de méditer, il vous arrive de vous replier sur vous-même, de vivre une vie très différente de celle qu'on peut imaginer d'une star, d'une personne connue. Oui, mais ça, les gens se font toujours des idées sur une vie de star, une vie de quelqu'un de connu. Souvent, les comédiens, les vedettes, les stars ont des vies tout à fait simples. Et au contraire, justement, parce qu'on a besoin de cette différence. Moi, je sais que j'aime rien de plus que la campagne, que d'être au contact de la terre, de la nature, d'une rivière, d'être en forêt avec mon cheval. C'est des moments tellement forts, tellement Alors, vrais. ce que vous dites, répétez-le à certains de vos collègues qui veulent faire croire aux gens qu'ils ont une vie forcément magique, forcément différente, forcément légendaire. C'est des fausses idées, ça. Et je sais pas. Il y en a peut-être qui choisissent ça, de faire du vent et de dire moi c'est comme ci, c'est comme ça. Non, les comédiens, les vedettes, quels qu'ils soient, ont des problèmes existentiels, ont des questionnements, ont des douleurs, des souffrances. Et puis ils les cachent aussi peut-être mieux que d'autres. On pourrait aussi. vous garder encore une demi-heure, mais vous devez repartir. Hein. Oui, parce que je joue à 9h. Parce que vous jouez, vous sortez d'une représentation et vous allez rejouer en direct au Théâtre des Bouffes parisiens. Merci beaucoup, Véronique Jeannot. Avec grand plaisir. Merci, Paul. Échappée belle, qui vous fait découvrir ce soir la Colombie où il y a, paraît-il, beaucoup d'or.